Un pays qui valorisait le travail, la liberté et la démocratie. C'est clair que ces gens n'en ont absolument rien à faire des personnes comme nous. Désolé les gars, mais tout ça n'arrivera pas. Vous vous êtes trompés de mec. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une interview de Jack Mallers, le fondateur de Zap Solutions et jeune CEO de l'application Strike. Cette application utilise le réseau Lightning pour permettre à ses utilisateurs d'envoyer de l'argent facilement dans le monde entier. Cette intervention, issue du podcast Money Matters, est un coup de gueule contre ses détracteurs, qui critiquent sa position consistant à ne plus posséder de compte en dollars. Jack Mallers critique aussi violemment le système financier et son fonctionnement, d'une manière qui peut parfois sembler assez naïve, notamment au sujet du rôle joué par les États-Unis dans le monde lors des siècles passés. Jack Mallers est un acteur important de l'écosystème crypto, et nous vous laissons le soin de vous faire votre propre avis sur son intervention, publiée le 29 janvier 2024. Sans plus attendre, voici l'interview de Jack Mallers. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Le Bitcoin est une solution géniale au problème monétaire, car c'est la chose la plus rare qui existe. Si ce qui nous intéresse est de posséder quelque chose que personne ne peut imprimer à volonté, c'est le seul actif financier auquel nous devrions nous intéresser. En plus, c'est le seul actif auquel nous ayons tous accès. Que vous ayez 10 000 $ ou 5 000, que vous en ayez 10 ou 1 million, vous pouvez y accéder sans permission et vous pouvez le détenir sans avoir besoin d'avoir recours à une tierce partie. On ne risque pas de se dire « Dieu merci, j'ai un portefeuille d'actions », tandis que notre banque tombe en panne, que notre courtier nous vole, ou que l'État fait une nouvelle loi pour nous taxer. Je peux mettre à l'abri mon Bitcoin en mémorisant une simple phrase. Personne ne peut en créer, tout le monde peut y accéder, c'est beau. Malheureusement, je vis dans un monde et je suis né dans un pays où la monnaie est continuellement dévaluée. Mais heureusement, je fais partie de la génération qui a eu la chance de voir la création de Bitcoin. C'était donc une évidence pour moi d'investir dedans, mais c'était aussi une prise de position politique. Pourquoi devrais-je posséder des actifs financiers traditionnels ? Leur prix ne fait que chuter, et moi, j'ai la chance d'avoir accès à quelque chose dont le prix ne fait que monter. Il y a une dimension revendicative. Quand je dis que je ne possède plus de dollars et que je n'ai que du Bitcoin, il y a des gens sur Twitter qui me disent des choses comme « Jack, pourquoi tu es si grossier et agressif ? Pourquoi tu es si extrême ? Tu pourrais avoir du fiat quand même. » Et je veux qu'ils sachent que je les emmerde. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ? Que j'aille manifester devant la Maison Blanche ? Que je vende une partie de mes bitcoins pour avoir une jolie petite épargne en dollars et que j'aille crier à Washington « Arrêtez d'imprimer des dollars ! Arrêtez d'imprimer des dollars !» en marchant dans tout d'ici avec une putain de pancarte en carton les suppliant d'arrêter l'inflation. Et ensuite, une fois que tous ces efforts m'auront mis en appétit, je mangerai un hamburger vegan tofu soja fait avec des graines. Et si je me mets à être un petit peu trop stressé, je m'achèterai une petite vapoteuse rose et je tirerai dessus toute la journée comme un gosse avec une sucette. Désolé les gars, mais tout ça n'arrivera pas. Vous vous êtes trompés de mec. Tous ces actifs fiat n'entreront pas dans mon portefeuille. Vous voulez savoir ce que je possède ? Je vais vous dire ce qu'il y a dans mon portefeuille. Du Bitcoin, de l'immobilier et des parts dans ma propre entreprise. Ça, c'est un portefeuille d'homme. Je possède la monnaie la plus dure jamais inventée, dont personne ne peut créer plus d'unités. Je possède des propriétés pour prendre soin de moi et de ma famille, et s'assurer qu'ils aient toujours un toit. Et je possède des parts de ma propre entreprise parce que je contribue à la société en créant des outils pour les gens. Et c'est tout. Certains me disent « Allez, tu peux avoir 5 000 $ sur un compte, ça ne va pas te tuer. » Et c'est vrai que ça ne me tuerait pas. Mais je fais aussi partie de la génération qui va passer les 80 prochaines années sur cette satanée planète. Et c'est pourquoi je prends position fièrement. J'envoie le message que j'emmerde ces ordures au gouvernement. Leur guerre, leur gestion du Covid, leurs mesures de relance monétaire, leur plan de sauvetage des banques. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les périodes difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes faciles. Et les périodes faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles, à leur tour, créent des périodes difficiles. C'est la nature cyclique de l'être humain, du progrès, n'est-ce pas ? Et cela se réalise en ce moment même. Les pères fondateurs de ce pays ont par exemple vécu des moments difficiles. Il me semble assez difficile de ne pas respecter un gars comme George Washington. Et je pense qu'il n'y a personne sur cette planète qui ne puisse tirer son chapeau à Abraham Lincoln ou à Thomas Jefferson. Ces hommes forts sont le fruit de temps difficiles. Ce sont des gens comme eux qui ont laissé les banques couler pendant la Grande Dépression. Personne n'a été sauvé. Tous ceux qui devaient sombrer ont sombré. Ils n'ont pas fait tourner la planche à billets pour les équivalents de Chase Bank ou de Lehman Brothers. Et les gens qui ont vécu à l'époque de la Grande Dépression n'ont certainement pas eu la vie facile. Ces temps difficiles ont créé des personnes fortes, celles qui ont gagné la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient exceptionnels. Ils ont aussi pu faire ça parce qu'à l'époque, nous avions les bases solides d'une économie réelle qui fonctionnait. Un marché libre où on laissait tomber les choses qui ne marchaient pas sans pleurnicher. Rien à voir avec l'économie déconnectée de la réalité d'aujourd'hui. Suite à notre victoire de la Seconde Guerre mondiale, nous avons traversé une bonne période. Nous étions les rois du monde, un pays avec de vrais principes, une morale, une éthique,
Un pays qui valorisait le travail, la liberté et la démocratie. Après la guerre, nous avons financé la reconstruction de nombreux pays, sans triomphalisme ou arrogance. On s'est simplement dit « Très bien, le monde est plutôt mal en point après des années de guerre. Qui a besoin que nous l'aidions ?» Ça, c'était l'Amérique. Mais les bonnes périodes créent des hommes faibles, qui sont la cause de l'époque à laquelle nous vivons à présent et de notre gouvernement miteux. Tous ceux qui m'écoutent le savent. Nous nous appauvrissons. Nous devons demander l'autorisation de quitter notre domicile. Et notre président est sénile et ne tient pas sur un vélo. Tout notre leadership est faible. Période difficile, homme fort. Homme fort, période facile. Cette période prospère, que nous a légué ce qui représentait le cœur et l'âme de l'Amérique, a donné lieu à un leadership faible. Celui-ci nous a guidés vers les temps difficiles lors desquels ma génération est née. C'est pour ça que je prends position. Je me fous de ce qu'ils pensent, de mon extrémisme, de ma grossièreté et de mon refus de posséder des dollars. Je n'irai pas manifester devant la Fed pour supplier Janet Yellen d'arrêter d'imprimer des dollars. J'aurais l'air de quoi? Nous tous, l'humanité, avons créé un système financier alternatif qu'ils ne peuvent pas arrêter, qu'ils ne peuvent pas modifier. Je suis investi dedans et je ne veux pas un seul dollar dans mon portefeuille. Voici une citation que j'adore. Il y a deux manières d'exprimer son pouvoir dans ce monde, soit en parlant, soit en partant. Quand parler ne suffit plus, il ne reste qu'une seule option. Partir, s'en aller, au revoir. Est-ce que ça va être difficile? Oui, mais ce n'est pas grave. Nous allons nous en tirer. Ce que je veux pour ma génération, pour mes enfants, je ne vais pas le demander poliment à Janet Yellen. S'il vous plaît, que diriez-vous de ne pas partir en guerre cette fois-ci, de ne pas dépenser l'argent que vous n'avez pas pour bombarder des civils, d'arrêter de distribuer des chèques de relance et de laisser des entreprises ratées couler? Ça suffit. Nous avons créé un système financier alternatif. Je peux me passer de Janet Yellen et je n'ai pas besoin de dollars dans mon portefeuille. C'est à la fois le choix le plus responsable financièrement, mais c'est aussi un mouvement en quelque sorte. Et c'est pour ça que je l'ai tweeté. Je l'ai dit publiquement pour prendre position, parce que je pense qu'étant donné suffisamment de temps, si ce mouvement prend, et si ma génération et toutes sortes de gens dans le pays commencent à ne stocker de la valeur qu'en Bitcoin et à dépenser à crédit, nous rendrions les États-Unis insolvables. Ce n'est pas le pays de Joe Biden, c'est notre pays. C'est une démocratie, et donc je fais valoir mon point de vue. J'en ai assez d'économiser dans une devise qui ne fait que chuter. Logiquement parlant, et en ignorant la propagande qu'on vous raconte sur TikTok, si je vous demandais droit dans les yeux, est-ce que vous voulez vraiment épargner dans un actif qui ne fait que chuter? Quelle serait votre réponse? Non, bien sûr. Et de la même façon, si je vous dis que vous avez la chance d'être en vie au moment où quelque chose qui ne fait que s'apprécier a été créé, est-ce que cela vous intéresserait d'en posséder? Quelle est votre réponse? Bien sûr. Ok, alors suis-je fou ou suis-je logique? Suis-je grossier ou suis-je passionné? Ai-je tort de m'énerver quand je vois qu'ils financent les guerres et vont bombarder les gens en dévaluant la monnaie? Ne pas posséder de dollars me permet de cesser de financer les guerres, car chaque bombe larguée par l'Amérique a été financée par mon argent et par le vôtre. Nous avons contribué à cela, mais maintenant, j'ai fait le choix de ne plus y prendre part. La beauté de la chose, c'est que dans un marché libre, si je me trompe, j'en paie le prix. Si j'ai raison, je fais des profits. Je n'ai besoin de rien d'autre que la capacité de m'exprimer. Le système bancaire américain et la réserve fédérale ne se soucient que d'un seul secteur de l'économie, le système bancaire américain, et c'est tout. Ce système bancaire collecte l'argent des déposants. Lorsque vous placez leur argent dans une banque, comme par exemple Chase, ils prêtent cet argent à la Fed, en achetant des bons du Trésor. En 2020, le gouvernement a dit « Tout le monde doit rester chez soi ». Vous comprenez, on ne veut pas que les baby-boomers tombent malades et meurent, parce que nous leur devons toutes sortes de soins de santé. Ils sont vieux et nous serions ruinés. Pour éviter que les gens aient à sortir de chez eux, nous allons juste imprimer énormément d'argent. Et c'est ce que la Banque centrale a fait. La masse monétaire a augmenté et tout cet argent nouveau a été injecté dans l'économie de monsieur et madame tout le monde. Cette personne ordinaire est allée déposer son chèque de stimulus à la banque, à Chase, pour reprendre le même exemple. Donc pour résumer, la Banque centrale imprime de l'argent qui finit par être déposé sur un compte de Chase. Chase rend ensuite cet argent à la Banque centrale en achetant des obligations sans risque, ayant une maturité de 30 ans, de 10 ans ou de 2 ans. On a fait un tour complet. L'argent est revenu d'où il est venu. La différence, c'est que la banque a maintenant une nouvelle obligation à son actif, avec des taux d'intérêt à zéro, ou en tout cas assez bas à l'époque. À la suite de ça, la Fed a augmenté les taux aussi vite que possible. C'est clair que ces gens n'en ont absolument rien à faire des personnes comme nous. Mais la seule chose dont ils doivent se soucier, c'est de l'inflation, parce que celle-ci n'est pas bonne pour la politique. C'est une donnée qui nous intéresse tous, parce que passé un certain point, les gens ne peuvent plus avoir de vie normale. Les banquiers centraux peuvent littéralement faire ce qui leur chante, toutes les conneries qu'ils veulent, tant que le taux d'inflation ne monte pas. Mais à partir du moment où elle commence à augmenter, là, vous risquez d'avoir une visite de votre président, Joe Biden, pour vous dire d'y mettre un terme illico, parce que les gens ne peuvent plus acheter de l'essence et faire les courses dont ils ont besoin. Et les politiciens savent que c'est dans ces moments-là que la colère monte, que la société devient instable. La Banque centrale s'en fout, mais c'est les politiciens qui tirent la sonnette d'alarme. D'ailleurs, le gouvernement ne contrôle pas directement la Fed, qui a son propre président.
Bref, quand Biden demande à la Fed de régler le problème, ce n'est pas une tâche facile, parce que toute l'économie est interconnectée. Ils ont choisi de rectifier l'inflation en augmentant les taux d'intérêt. En fait, ils les ont augmentés à une vitesse record dans l'histoire du dollar. Quel effet cela a-t-il eu sur le marché obligataire? Concrètement, les obligations ont été totalement écrasées. Ceux qui avaient acheté des obligations à 1% de rendement se sont retrouvés dans l'incapacité totale de les vendre, quand des obligations à 5% se sont trouvées sur le marché. Qui achèterait des obligations avec un taux si bas, même à prix cassé? Donc concrètement, c'est tout le système bancaire qui s'est retrouvé sous l'eau. Ce qui est logique puisque toutes les banques possèdent des obligations qui leur permettent de gagner de l'argent. Quand la banque prend votre dépôt, ce n'est pas de véritables dollars qui se trouvent dans un coffre-fort. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend vos dollars à la banque centrale, qui leur donne en échange une obligation. À terme, la banque centrale rend à la banque commerciale votre capital, avec un certain montant d'intérêt. Ces obligations peuvent arriver à échéance au bout de 30 ans, de 10 ans, de 5 ans, de 2 ans, ça dépend. Concrètement, les bilans des banques sont remplis d'obligations. Ce qui se passe, à chaque fois que vous allez les voir pour leur dire « Bonjour, je veux retirer de l'argent », c'est qu'ils vendent une part des obligations qu'ils ont à leur bilan et vous donnent ensuite l'argent. Mais s'ils ont investi 10 dollars dans une obligation qui maintenant n'en vaut plus que 5 et que vous allez les voir pour récupérer vos 10 dollars, ils ne les ont pas, car la vente de l'obligation qu'ils ont à leur actif ne couvre pas leur dette envers vous. C'est dans cette situation que s'est retrouvée la Silicon Valley Bank. Ils ont subi un bank run, une panique bancaire. Actuellement, la Fed est coincée dans une situation où l'ensemble du système bancaire est insolvable. Et c'est un gros problème pour eux, parce que c'est leur rôle de veiller à ce que le système fonctionne correctement. Le système bancaire est conçu pour collecter nos dépôts et les restituer au gouvernement. Il s'agit en fait d'une réhypothèque de prêt et d'une impression monétaire infinie. On imprime de l'argent, on vous le donne, vous le placez dans les banques et les banques rendent cet argent. Non seulement tout le système bancaire est insolvable, mais en plus il y a un problème d'inflation. Nous en arrivons maintenant à ce qui se passe en réalité. Donc, la banque semble vous donner l'argent qui se trouve sur votre compte, mais en pratique, elle le crée ex nihilo. Vous recevez bien 10 dollars, mais ceux-ci ne valent pas autant que ceux que vous avez déposés. Prenons un exemple, où 10 dollars vous permettent d'acheter, disons, 2 boîtes d'œufs. Si vous décidez de les retirer, le processus que je viens de s'expliquer s'enclenche. Le gouvernement résout le problème par l'inflation, donc vous pouvez bien retirer vos 10 dollars. Mais vous ne pouvez maintenant acheter qu'une seule boîte d'œufs avec. Vous avez vos 10 dollars, mais ils ne valent plus autant. Et c'est ce qui se passe continuellement. Et vous savez qui gagne? Ceux qui possèdent des actifs, ceux qui ont du Bitcoin. La même quantité de Bitcoin qui me permettait d'acheter 2 boîtes d'œufs me permet maintenant d'en acheter 10. Donc, à tous ceux qui me critiquent parce que je n'ai pas de dollars, je dis « rira bien qui rira le dernier ». Ce morceau de papier ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Bref, quoi qu'il en soit, Bank of America est techniquement insolvable. Tous les instruments financiers qu'ils ont sur leur bilan sont sous l'eau. Cependant, le gouvernement a modifié les règles. Maintenant, si vous avez prêté de l'argent à l'État en achetant leurs obligations pourries et que vous n'avez pas l'intention de les vendre, vous n'êtes plus obligé d'indiquer dans votre bilan ce qu'elles valent réellement. Évidemment, c'est le gouvernement qui dicte les règles, parce que la Bank of America va faire faillite, dans les faits, c'est comme si elle était nationalisée. Mais évidemment, nous ne nous disons pas que notre système bancaire se rapproche de plus en plus du système bancaire chinois. Or, il se trouve que notre gouvernement ressemble plus au Parti communiste qu'on ne le pense. Ses représentants s'introduisent dans Twitter pour dicter ce que nous avons le droit et n'avons pas le droit de dire. Ils nous espionnent. Quand il y a une maladie qui circule et qu'ils ne la comprennent pas, ils ne nous laissent pas quitter notre domicile. En pratique, nos banques sont toutes nationalisées. Elles sont la propriété de l'État. Mais si on dit les choses comme ça, qu'est-ce qui nous différencie vraiment de la Chine? Mais nos banquiers nous disent que non, ils ne sont pas insolvables. Les obligations sont détenues jusqu'à l'échéance, et ils ne vont pas les vendre de toute façon. Donc ils n'ont pas besoin de changer leur prix, car de toute façon, ils les auront sur leur bilan pendant 30 ans. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Si je devais aller à la banque, si nous allions tous à la banque et que nous retirions nos fonds de Bank of America, ils ne seraient plus solvables. Le gouvernement serait forcé d'imprimer pour les renflouer. Bref, la Réserve fédérale se trouve face à un dilemme. Doivent-ils combattre l'inflation et aider à la faire baisser durablement, ou doivent-ils laisser le système s'effondrer pour repartir sur des bases saines ?